Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. Alors nous allons débuter donc, pour ceux qui le savent, hein, nous allons débuter donc ce fameux petit jeu de quiz, petit quiz que j'avais mis en place hein, pour la playlist des trous noirs. Et sans plus tarder, nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons commencer tout de suite par la première question qui concernait donc effectivement, euh, on va dire, euh, des concepts un peu fondamentaux hein, des trous noirs qui ont été expliqués hein, dans le premier épisode. Et voilà, on va voir si vous avez retenu les éléments clés. La question, en fait, hein, finalement, était très très simple. Qu'est-ce qu'un trou noir? Et donc, vous aviez donc, plusieurs possibilités. Hein, donc, soit un objet si dense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Soit une étoile qui a explosé. Soit une planète avec une gravité extrêmement forte. Soit une région de l'espace où le temps s'écoule plus vite. Alors, vous avez été 529 personnes à répondre. Et donc, je trouve que c'est vraiment très très correct. Et je vais donc vous donner la bonne réponse tout de suite. Donc la bonne réponse, c'est la première, hein, c'est un objet si dense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Alors, passons un petit peu aux explications. En fait, un trou noir, c'est une région de l'espace où la gravité est si intense qu'aucune particule ou rayonnement, y compris la lumière, hein, ne peut échapper à son attraction. Donc ça se produit en fait parce qu'une grande quantité de masse est concentrée hein, dans un espace extrêmement réduit et qui crée donc une singularité entourée par une frontière appelée l'horizon des événements. Alors pourquoi cette réponse est correcte? Puisqu'on pourrait me poser la question, hein, voilà. En fait, on peut parler de densité extrême et de gravité intense. Un trou noir résulte de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive ou d'autres phénomènes, hein, comme la fusion de trous noirs plus petits par exemple. Et donc, cela condense la matière en un point où la densité devient théoriquement infinie, qu'on appelle la singularité. Hein. Et donc, ça entraîne une gravité si puissante que même les photons, donc les particules de lumière, ne peuvent s'en échapper. Ensuite, on a l'horizon des événements aussi, hein, qui caractérise cette bonne réponse, puisque cette frontière marque la limite où la vitesse de libération, donc la vitesse nécessaire hein, pour échapper à l'attraction gravitationnelle, eh bien, si elle dépasse en fait celle de la lumière, eh bien voilà, c'est comme ça qu'on le raconte. Hein. Cette frontière marque la limite où la vitesse de libération dépasse celle de la lumière. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller encore plus vite que la lumière. Je crois que c'est 350 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Donc rien ne peut dépasser cette vitesse, bien sûr, dans l'univers connu, hein, et qui rend donc toute évasion impossible. Alors pourquoi les autres réponses sont incorrectes? Donc, une étoile qui a explosé. Alors, cette réponse semble plausible, mais les trous noirs, ils proviennent souvent de l'effondrement d'étoiles massives, après une supernova. Cependant, ce processus, il est uniquement la première étape de leur formation. Alors, par contre, pourquoi c'est incorrect? Eh bien, une étoile qui a explosé n'est pas automatiquement un trou noir. Elle peut également devenir une étoile à neutrons ou une naine blanche, et selon sa masse. En gros, un trou noir, en fait, hein, ne se forme que si le cœur restant dépasse environ 3 fois la masse du Soleil. Et donc, ça provoque un effondrement gravitationnel irréversible. La deuxième question, enfin, la deuxième possibilité, pardon, c'était une planète avec une gravité extrêmement forte. Alors bon, même les planètes les plus massives hein, ne peuvent atteindre une densité suffisante hein, pour devenir des trous noirs. La gravité d'une planète hein, n'est rien comparée à celle d'un trou noir. Et donc, en plus, elle n'empêche même pas la lumière de s'échapper. Hein. Je veux dire, une planète ne possède pas de singularité ni d'horizon des événements. Nous avions là le troisième choix, hein, donc une région de l'espace où le temps semble s'écouler plus vite. Alors, près d'un trou noir, le temps, il s'écoule plus lentement. Vous avez été nombreux à vous tromper sur ce petit détail. Oui, puisque plus la densité augmente et plus cela déforme l'espace-temps, et donc plus le temps ralentit par rapport à un observateur extérieur. Donc ce ralentissement du temps, qu'on appelle la dilatation temporelle gravitationnelle, c'est un effet connu, hein, ce n'est pas un mystère, mais ce n'est pas la définition d'un trou noir. Donc vous allez voir, c'est un petit peu long, mais je pense que c'est assez ludique. Donc les points clés hein, pour retenir la première bonne réponse, eh bien, les trous noirs se caractérisent par leur densité extrême et leur capacité à empêcher la lumière de s'échapper. Deuxième point, ce phénomène découle de la théorie de la relativité générale, donc qui repose sur la gravité sur la gravité hein, de la courbure de l'espace-temps. Et le troisième point, c'est la définition d'un trou noir. Elle repose sur deux concepts clés,
la singularité, donc le point central, et l'horizon des événements, qu'on appelle la limite, enfin, on pourrait prénommer la limite. Et donc cette question, elle met en évidence l'importance de bien comprendre les bases des trous noirs pour différencier les concepts qui sont liés à l'astronomie, comme les étoiles massives, les planètes et les effets de gravité sur le temps et l'espace. Je vous avais prévenu, ça va être une vidéo assez longue, donc mettez-vous à l'aise, prenez un petit café, posez-vous et c'est parti, continuons avec la deuxième question. Alors la deuxième question portait sur qu'est-ce que l'horizon des événements d'un trou noir. Vous aviez donc 4 possibilités, la région d'où la lumière peut encore s'échapper d'un trou noir, la limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière, et le centre du trou noir où toute la masse est concentrée, et aussi la partie extérieure du trou noir qui attire la matière environnante. Alors vous avez été 91% à bien répondre, j'ai eu à peu près 180 réponses, donc 180 personnes ont répondu. Il y en a quand même qui se sont un peu trompés quand même, mais bon. Je vais vous donner tout de suite donc la bonne réponse, qui est la deuxième, donc la limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Alors, ce qu'il faut retenir un peu de tout ça. En gros, cette réponse est correcte, puisque l'horizon des événements, en fait, est une caractéristique fondamentale des trous noirs. Il s'agit de la frontière invisible qui entoure un trou noir et qui marque le point de non-retour. Donc, à cet endroit précis, la gravité est si puissante que la vitesse de libération nécessaire pour échapper au trou noir dépasse celle de la lumière. Donc, comme rien ne peut aller plus vite que la lumière, rien ne peut s'échapper une fois qu'il a franchi cette limite. Alors pourquoi cette réponse est correcte? Eh bien donc déjà, le concept physique. Selon la relativité générale d'Einstein, l'espace-temps est déformé de manière extrême près d'un trou noir. Donc à l'intérieur de l'horizon des événements, les trajectoires possibles ou géodésiques de tout objet ou rayonnement sont dirigées inexorablement vers la singularité. Et comme autre point de réponse correcte, si je puis dire, nous pouvons parler d'équation de Schwarzschild. J'ai déjà fait un épisode très conséquent sur la playlist des trous noirs, un peu en mode expert, et donc je vous explique exactement ce qu'est l'équation de Schwarzschild. Donc là, je vais vous donner quelques détails, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc pour un trou noir de Schwarzschild, donc qui est non rotatif, l'horizon des événements, il est défini par le rayon de Schwarzschild, que je vais vous mettre à l'écran. Et donc ça dépend de la masse du trou noir. Voyez, et cela montre que l'horizon des événements, en fait, est une limite physique et mathématique. Alors, les autres réponses sont incorrectes, bien sûr, puisque, voilà, je vais vous faire un petit détail, mais en gros, je vous avais mis la région d'où la lumière peut encore s'échapper du trou noir. Alors, bon, c'est pas possible, l'horizon des événements, c'est la limite où la lumière ne peut plus s'échapper. Donc, la région d'où la lumière peut encore s'échapper correspond à l'extérieur de l'horizon des événements, qu'on appelle souvent sphère photonique ou rayon photonique. Mais ce n'est pas l'horizon des événements. Et ça, il ne faut vraiment pas confondre, les copains. Ensuite, je vous avais mis le centre du trou noir où toute la masse est concentrée. Vous avez été 2% à répondre pour cette réponse-là. Alors, la singularité, bien sûr, c'est bien le centre du trou noir où la masse est concentrée. Mais ce n'est pas l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est la limite externe et qui est bien distincte de la singularité. Je vous ai mis la troisième possibilité, donc la partie extérieure du trou noir qui tient la matière environnante. Et vous avez été 5% à répondre. Alors, cette description, elle fait référence à l'influence gravitationnelle du trou noir. Mais ça ne définit pas l'horizon des événements. L'attraction gravitationnelle, elle se fait bien au-delà de l'horizon des événements, dans une région qu'on appelle disque d'accrétion, ou espace environnant. Mais encore une fois, tout ça est expliqué dans la playlist des trous noirs. Alors, il y a quelques points à retenir pour cette réponse, pour en apprendre encore un peu plus. Donc, l'horizon des événements, c'est une frontière, d'accord? Ce n'est ni une région physique observable, ni une surface matérielle, mais c'est bien une limite théorique dans l'espace-temps. Ensuite, c'est le point de non-retour. Donc, rien, ni matière, ni rayonnement, ne peut s'échapper après avoir traversé l'horizon des événements. Et en plus, troisième point, il se différencie de la singularité, puisque la singularité, c'est le cœur du trou noir, où la densité est infinie, tandis que l'horizon des événements, c'est bien la limite externe qui définit son rayon d'action. Donc cette question, elle met en évidence les bases essentielles pour comprendre la structure des trous noirs, et donc quand on maîtrise un peu les concepts de l'horizon des événements et de singularité, déjà on peut commencer à aborder des sujets un peu plus complexes,
comme la relativité générale et les effets gravitationnels extrêmes. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quand même pas mal d'informations. Passons de suite à la troisième question. Alors là, les curieux, vous avez été très nombreux à répondre aussi. Vous avez été à peu près 372 ou 375 personnes au moment où j'enregistre l'épisode à répondre à cette question. Et étonnamment, c'était une question piège, bien sûr, puisque je pense que ceux qui ne se sont pas trompés ont bien écouté l'épisode. C'est pour ça que c'est important de bien écouter l'entièreté de l'épisode pour en comprendre un petit peu toute sa structure. Puisque, effectivement, j'ai fait exprès, hein, je vous ai posé la question qui a introduit le terme trou noir pour la première fois, et vous avez quand même été 19% à répondre Albert Einstein, 18% pour Karl Schwarzschild, 51% pour John Archibald Wheeler et 13% pour Stephen Hawking. Donc bien sûr, la bonne réponse c'est John Archibald Wheeler, hein, si vous avez bien suivi l'épisode, et je vais vous détailler pourquoi. Alors, le terme trou noir, donc, il a été introduit pour la première fois par John Archibald Wheeler. C'est un médecin américain dans les années 1960. Et donc, avant l'utilisation de ce terme, en fait, les phénomènes connus aujourd'hui sous le nom de trou noir étaient désignés plutôt par des expressions telles que étoile effondrée ou singularité gravitationnelle. Et donc, Wheeler, il a joué un rôle déterminant en fait dans la vulgarisation du terme, puisqu'il a offert en fait une image évocatrice et compréhensible de ces mystérieux objets cosmiques. Alors bien sûr, pourquoi elle est correcte, cette réponse? Puisque Wheeler, en fait, il a introduit donc le terme trou noir lors d'une conférence scientifique en 1967. Donc le terme est devenu universellement reconnu parce qu'il reflète parfaitement la nature des objets. Une région noire dans l'espace d'où rien ne peut en sortir, comme un trou. Et comme autre argument, si je puis dire, vous avez la langue qui est accessible, puisque en utilisant un terme simple et imagé, en fait, Wheeler, il a rendu le concept plus accessible au public et aux scientifiques, et ça a contribué donc bien sûr à une meilleure compréhension de ces phénomènes. Alors les autres réponses sont incorrectes, bien sûr, puisque Einstein, en fait, il a décrit les effets de la gravité sur l'espace-temps. Il n'a pas proposé le concept de trou noir, en fait, et encore moins introduit ce terme. Einstein, il était d'ailleurs même sceptique quant à l'existence en fait réelle des trous noirs. Alors Schwarzschild, c'est un piège aussi, bien que ses travaux en 1916 ont jeté les bases pour comprendre les trous noirs, il n'a jamais en fait utilisé ou inventé le terme trou noir. À son époque, en fait, ces objets étaient simplement décrits comme des solutions mathématiques hypothétiques. Et bien sûr, vous avez donc Stephen Hawking, lui, il n'a jamais introduit le terme trou noir. Ses contributions majeures sont venues bien après que le terme a été établi par Wheeler. Donc en gros, en fait, ce qu'il faut retenir dans l'histoire, dans cette question-là, c'est que Schwarzschild, en fait, il a décrit la théorie mathématique des trous noirs. Einstein, il a fourni les bases théoriques avec la relativité générale. Et Hawking, lui, il a exploré les propriétés thermiques des trous noirs. Et donc, cette question-là, c'est vraiment je trouve, une excellente occasion de découvrir les différentes étapes de la compréhension scientifique des trous noirs, et donc depuis leur fondation théorique jusqu'à leur reconnaissance en tant que phénomène astrophysique, eh bien cela montre l'importance de rendre les concepts complexes accessibles au grand public grâce à des termes un peu simples et évocateurs. Puis voilà, j'aime bien simplifier un peu les choses et je trouve ça super cool. Allez, passons à la prochaine question. Alors, la quatrième question portait sur la formation des trous noirs. Et donc, quel type d'étoile peut former un trou noir après sa mort? Alors, vous avez été 350 à répondre à ce quiz, et vous avez donc répondu en majorité une étoile massive, donc ce qui est correct effectivement. Mais vous avez quand même été 3% à répondre une étoile de faible masse, comme notre Soleil, 2% à répondre une étoile de masse intermédiaire, et 8% à répondre une naine blanche. Alors, on va essayer de détailler un petit peu pourquoi. La réponse, bien sûr, est une étoile massive. Seules les étoiles très massives peuvent devenir des trous noirs en fin de vie. Et donc, ce processus, il dépend principalement de la masse initiale de l'étoile et des étapes finales de son évolution. Alors, on va essayer d'argumenter un peu tout ça. Pourquoi cette réponse est correcte? Tout d'abord, on peut parler de critique de masse. Une étoile, elle doit avoir une masse initiale, comme je vous l'ai rappelé de nombreuses fois, d'au moins 20 à 30 fois la masse du Soleil, pour finir sa vie en trou noir. Donc, après avoir épuisé leur carburant nucléaire, donc l'hydrogène, puis les éléments plus lourds, comme l'hélium et le carbone, eh bien, ces étoiles ne peuvent plus maintenir leur équilibre hydrostatique. Deuxième argument, c'est l'effondrement gravitationnel.
lorsque le cœur de l'étoile atteint une masse supérieure à environ 3 fois celle du Soleil. Donc là, on appelle ça la limite de Tolman, Oppenheimer, Volkoff. Et donc la gravité elle devient si forte qu'aucune force connue, hein, bien sûr, celle qu'on connaît, ne peut résister à cet effondrement. Et donc le noyau, il s'écrase, hein, vous voyez, pour former une singularité. Troisième et dernier argument, c'est les supernovas. D'ailleurs, normalement, je suis en train de préparer un épisode pour vous qui devrait arriver ce soir, donc on est dimanche. Hein. Et donc, avant de devenir un trou noir, l'étoile massive, hein, en fait, elle explose en une supernova de type 2, de population 2, et qui libère donc une énorme quantité d'énergie. Et ce processus, en fait, il va disperser les couches externes de l'étoile, tandis que le noyau, lui, va s'effondrer pour former un trou noir. Alors, pourquoi les autres réponses ne sont pas bonnes? On va essayer de détailler un petit peu tout ça. Alors, les étoiles de faible masse, hein, qui ont moins de 8 fois la masse du Soleil, eh bien, n'ont pas suffisamment de gravité pour s'effondrer en un trou noir. En fait, elles déterminent leur vie en tant que naine blanche qui est entourée après d'une nébuleuse planétaire. Donc, par exemple, notre Soleil, après avoir épuisé son carburant, il va devenir une géante rouge, puis une naine blanche. Alors, donc là, on parlait bien évidemment de la première possibilité, les étoiles de faible masse comme notre Soleil. Pardon. Deuxième possibilité, bien sûr, c'est les étoiles de masse intermédiaire. Alors, les étoiles de masse intermédiaire, donc entre 8 et 20 fois la masse du Soleil, elles forment généralement des étoiles à neutrons en fin de vie. Et je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans la playlist des mystères de l'univers. Il y a un épisode là-dessus que je vous ai déjà fait. Et donc, ces étoiles ultra denses, elles résultent en fait de l'effondrement d'un noyau qui n'est pas assez massif pour devenir un trou noir. Et donc, ces étoiles à neutrons, elles peuvent évoluer en pulsars ou même en magnétars, et donc, elles ne franchissent pas le seuil pour former un trou noir. Alors, je vous ai mis aussi la naine blanche. Hein. Une naine blanche, c'est une étoile qui est morte et stable. Elle est formée par les étoiles de faible masse, hein, comme le Soleil, mais elle n'est soutenue que par la pression de dégénérescence, hein, des électrons. Et du coup, ça empêche l'effondrement gravitationnel. Et donc, les naines blanches, pour conclure un petit peu là-dessus, elles ne peuvent pas devenir des trous noirs parce qu'elles manquent de masse suffisante. Ça, il faut bien comprendre. Si une naine blanche sécrète suffisamment de masse, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, pardon, au-delà donc de la limite de Chandrasekhar, je vais vous mettre le mot et la définition à l'écran, soit donc 1,4 fois la masse du Soleil, eh bien elle va exploser en supernova, hein, de type 1 ou peut-être de type 1A, on peut dire comme ça, et voilà, elle ne va pas s'effondrer en trou noir. J'essaie de pas trop rentrer dans le détail parce que sinon l'épisode va devenir vraiment trop long. Alors bien sûr, les points clés à retenir pour comprendre la bonne réponse, eh bien, la bonne réponse, c'est seules les étoiles massives, hein, 20 à 30 fois solaire minimum, peuvent devenir des trous noirs. Ça, c'est un fait. Donc ces étoiles, elles produisent des noyaux massifs, hein, qui sont capables de franchir les limites nécessaires pour s'effondrer en singularité. Après, donc, le deuxième argument, bien sûr, c'est les étoiles moins massives évoluent différemment. On a beaucoup de différenciation à faire. Il y a beaucoup de choses différentes dans l'univers. Donc c'est très compliqué d'englober tout ça. Mais des étoiles moins massives qui évoluent différemment, on peut en retenir la faible masse, comme notre Soleil, qui deviendra une naine blanche. Les masses intermédiaires, donc des étoiles à neutrons. Troisième argument et le dernier, c'est donc les supernovas et l'effondrement gravitationnel. En gros, l'explosion en supernova, elle va disperser toutes les couches externes de l'étoile, tandis que le noyau, en fait, lui, va continuer, comme je vous l'ai dit, à s'effondrer en trou noir et donc créer une singularité, voilà. Si la masse est suffisante, bien sûr. Et donc, encore une fois, je pense, hein, ce qui est vraiment important dans cette question, c'est qu'elle met en lumière les différentes évolutions stellaires et elle rappelle aussi que la masse initiale d'une étoile, en fait, c'est le facteur clé qui détermine son destin. Ça, il faut bien comprendre. Et donc, c'est un excellent moyen de comprendre en fait, hein, le rôle central des étoiles dans la formation des trous noirs et aussi leur impact, hein, sur l'évolution de l'univers. Allez, je pense que donc pour cet épisode, en tout cas, on a quand même parcouru 4 quiz. Vous avez bien compris, effectivement, je pense que ça va durer très longtemps. Et donc, voilà, j'essaye vraiment de créer quelque chose de très compréhensible, de très précis, et que ça soit un petit peu interactif, hein. C'est un peu nouveau pour moi, mais voilà, on va couper cet épisode-là. Je vais donc travailler sur le montage du deuxième épisode. Voilà, il devrait arriver, je pense. Voilà, vous avez bien compris de toute façon que j'étais un peu occupé en ce moment. Je ne poste pas les épisodes comme d'habitude.
Voilà, j'ai un peu de travail en ce moment, mais la deuxième partie des quiz va arriver prochainement, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, pour ces 4 premiers quiz, je pense qu'on a appris pas mal de choses ensemble. On a rappelé quand même pas mal d'informations importantes. Et donc voilà, hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris, je vous rappelle que vous avez des playlists à disposition. La playlist des trous noirs en mode complexe, hein, et puis une playlist des trous noirs un petit peu en mode pour les nuls. Voilà, et donc vous pouvez donc revoir toutes ces informations et même aller sur Internet vous-même et rechercher vos propres informations. Euh, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à tout de suite et à très bientôt pour le prochain quiz, la prochaine partie. Ciao!